Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, c'est le 12-13 de l'été, dernière semaine avant la rentrée des classes pour l'ensemble de l'équipe de Sud Radio. Encore une semaine avant de trouver André Berkoff qui a pris, vous vous en doutez, de très très grandes vacances. La trêve estivale qui se termine en revanche pour nos politiques, puisqu'à 8 mois de la présidentielle, les candidats déclarés ou pas affûtent leur stratégie, communication et de campagne. Mais peut-on d'ores et déjà prévoir ce qu'il va se passer? Une présidentielle est-elle forcément écrite d'avance? Quels seront les thèmes de campagne surtout? La crise sanitaire va-t-elle jouer un rôle dans cette campagne? Est-ce que l'immigration redeviendra un sujet central comme la sécurité? On vous attend au 0826 300 300. Et avec nos débatteurs du jour, Françoise Degois et Arnaud Benedetti, nos invités également que l'on retrouvera en ligne à propos de rentrée entre vaccination et passe sanitaire. Quelle réalité dans les entreprises? Le retour au bureau se passera-t-il? On en parle sur les coups de 1h moins le quart. Allez, à tout de suite. Je sens qu'il y a une nostalgie du plateau de fruits de mer là. Exactement. Allez, à tout de suite. Allez, on est ravis de vous retrouver. Je vous le disais, c'est la dernière semaine du 12-13 de l'été. Et pour eux, ça sera mercredi le retour en classe pour les ministres, puisque le Conseil des ministres est programmé mercredi dans l'agenda de l'Élysée. Conseil des ministres que l'on dit de rentrée, mais on sent bien que c'est pas une rentrée ordinaire. Campagne présidentielle oblige surtout. Mais le scénario est-il écrit d'avance? Emmanuel Macron est-il déjà le maître des horloges? Quels seront surtout les thèmes de campagne? Est-ce que la crise sanitaire va jouer les troubles faits? Beaucoup de questions se posent en ce lundi 23 août et on en débat avec vous et nos débatteurs, Marine. Oui, et vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler et réagir au 0826 300 300. Et tout de suite, on est avec nos invités. Françoise Degois, qui est essayiste et éditorialiste à Sud Radio, et Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Il est rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Moi, je dis salut, c'est un bonjour de rentrée de vacances. C'est ça. Dans une semaine, je dirais plus je dirais bonjour. Exactement. On est tous un peu décontractés. Alors, on dit que c'est la rentrée. L'agenda présidentiel, donc, quand on regarde ce qu'on appelle, nous, l'agenda présidentiel, il y a donc ce conseil de ministres de rentrée mercredi. Est-ce que Arnaud Benedetti et Françoise Degois, on peut parler de rentrée politique? Est-ce qu'il y a vraiment eu une coupure, finalement, cet été? Arnaud, vous êtes à distance. Je vous donne la parole en premier. Non, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu vraiment une coupure pour une raison simple, c'est que de toute façon, la loi sur le pass sanitaire a entraîné des mobilisations politiques et sociales dans la rue qui ont tout simplement donné, pas seulement donné le sentiment, ont installé une scène politique qui était encore extrêmement vivante, si je puis dire. Donc la contestation qui aujourd'hui s'est installé dans tous les week-ends dans un certain nombre de villes de France, fait peser une tension qui fait que nous avons certes une rentrée politique, une rentrée institutionnelle qui est en train de se faire, mais sur le fond, le débat politique a continué très largement, même si, je crois que c'est ça le plus important, c'est que finalement la contestation qui s'est développée depuis maintenant le 12 juillet est une contestation qui se fait hors les murs des formations politiques. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, en effet, constitue une donne assez nouvelle, en tout cas une donne assez similaire de ce qu'on avait connu avec les Gilets jaunes à l'automne 2018. Ce qui veut dire que les candidats qui, déclarés ou pas, courent derrière ce mouvement, ne font que courir derrière. Ce que vous dites, Arnaud Benedetti et Françoise, vous réagirez également. Finalement, aujourd'hui, mis à part quelques offres politiques assez périphériques, qui sont celles de M. Philippot ou de M. Dupont-Aignan, il y a assez peu d'expressions politiques officielles qui soutiennent ouvertement ce mouvement. Donc, je ne suis pas sûr qu'en effet, il y ait une véritable instrumentalisation politique de ce mouvement, mis à part, encore une fois, à part les deux offres politiques dont je viens de parler. Mais ça crée une incertitude manifeste aujourd'hui sur l'ensemble de la scène politique. Et surtout, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est quand même ce décalage grandissant qu'il y a entre un segment important de l'opinion publique. On l'a vu même à l'occasion des élections régionales. L'abstention, ça veut dire quelque chose quand même par rapport à la relation qu'on a à l'offre politique. Et
la scène politique traditionnelle et classique. Oui. Françoise de Gois, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que à l'Élysée, on regarde de très très près quand même ce qui se passe, même si les chiffres ont un peu baissé le week-end dernier, ce week-end, on regarde quand même de très très près cette contestation dans la rue. Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud sur le fait qu'il n'y a absolument pas eu de coupure, qu'il y a une scène politique qui s'est installée. Je précise également que même s'il y a une baisse, ça reste, et il faut être de mauvaise foi pour ne pas le dire et ne pas l'accepter. Ça reste unique dans l'histoire de la 5e, une telle mobilisation. Je me tourne vers Arnaud, qui est aussi historien de la science politique et des sciences sociales. Ça n'est jamais arrivé, une mobilisation comme ça en plein mois d'août. Ça n'existe pas. Je voudrais que l'Élysée regarde avec c'est ce qu'on intérêt. dit, c'est ce qu'il laisse entendre. Je pense que c'est pas vrai. Sur l'histoire des 2 roues, pardonnez-moi Françoise, mais sur la règle machine arrière pour éviter de fâcher les motards. Machine arrière, ok. Le problème, si vous voulez, c'est l'ivresse des sondages. Vous comprenez ? Si Emmanuel Macron regardait vraiment de près ce qui se passe, je pense qu'il n'aurait pas réagi comme il a réagi lors de son discours à Bormes-les-Mimosas. Je ne sais pas si vous avez entendu cette réponse qu'il fait aux manifestants. On est entre le cynisme, l'ironie, on se croirait dans un sketch d'Audiard ou sur une scène de théâtre. Quand on veut apaiser un débat, déjà, on ne parle pas comme ça. Donc, c'est volontaire, c'est 6 Français sur 10 soutiennent la position d'Emmanuel Macron et ne comprennent pas le mouvement de la rue. Donc ça veut dire qu'il y a 30% de gens qui le comprennent, le mouvement de la rue. Ça veut dire aussi que parce que vous avez 41% de cote de popularité, ça veut dire qu'il y a 60% de gens qui ne peuvent pas vous voir. Donc il faut vraiment revenir à la sagesse. Le travail, c'est de retrouver de la concorde. Moi, je le redis, je suis vacciné, j'ai aucun état d'âme avec ça, mais je peux entendre ce qui se passe dans les cortèges, les questionnements, et je refuse cette idée que si vous êtes dans les cortèges, vous êtes complotiste, anti-vax, antisémite, etc. Si on continue avec une pensée binaire, sans nuance, soit vous êtes islamo-gaucho, soit vous êtes islamophobe, soit vous êtes anti-flic, soit vous êtes un facho, soit vous êtes anti-vax, soit vous êtes pro-vax, etc. On ne peut pas faire une présidentielle comme ça. Et le problème, si vous voulez, c'est que le choix politique, assumé, stratégique, cynique d'Emmanuel Macron, c'est d'aller sur ce registre du clivage permanent. Allez, on va tout de suite, parce que c'est le but aussi de vous entendre. 0826 300 300. On va à Montpellier retrouver Gérald. Bonjour Gérald. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour vous, cette présidentielle est déjà lancée, j'imagine. Comment vous voyez les choses d'ailleurs ? Moi, je pense que voilà, tout est déjà joué pour Macron. S'il se représente, et je pense qu'il se représentera, grâce à la crise du Covid, il sera largement réélu. Il fera tout pour mettre du bâton dans les roues aux autres candidats, afin qu'ils ne puissent pas réellement, en quelque sorte, présenter leur programme et faire le tour, en fait, de toutes les villes qui représentent leurs électeurs. Et donc, voilà, je pense qu'il fera tout pour pouvoir passer. Moi, personnellement, après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Macron, s'il doit se représenter et s'il veut repasser, il trichera. Voilà, on peut dire ce que vous voulez. Il trichera. D'accord. Ouais, j'en suis sûr. Mais comment ça ? Comment peut-il tricher ? J'en suis sûr. Après, voilà, encore une fois, je suis. Vous pouvez m'occuper de tous les noms, complotistes ou quoi que ce soit. Il mettra le vote par correspondance obligatoire sur le dos de la crise du Covid. Je sais pas. J'espère me tromper réellement, et je l'espère vraiment. Je vois mal les gens avec la crise du Covid. C'est une bonne question. C'est une bonne question, Gérald, que vous posez un vrai débat. Merci beaucoup, Gérald. Avec grand plaisir. Merci d'être intervenu sur Sud Radio, que nous appelez au 0826 300 300. Alors je me tourne vers vous, Françoise de Gois et Arnaud Benedetti. Cette question de la crise sanitaire, est-ce qu'elle va être au cœur de la campagne ? Est-ce qu'il y en a qui vont vouloir la mettre au cœur de la campagne parce que ça les arrange ? Est-ce qu'on va pouvoir en sortir ? Est-ce que ça va cliver encore plus ? Françoise et Arnaud dans l'ordre. Arnaud, je vais rapidement pour vous laisser parler. Je crois que... Non, mais quand on entend Gérald qui dit on va voter par correspondance... oui, c'est possible. La présidentielle, elle a l'air d'être sous Covid, en réalité. En tout cas, les premiers pas de la présidentielle. Et ça, c'était le cauchemar de tous les politiques. C'était de faire une présidentielle sous Covid. Emmanuel Macron, ça a été son cauchemar jusqu'à ce qu'il voit le bénéfice qu'il peut en tirer. Je veux noter également, parce qu'il faut être absolument honnête et juste, l'indigence de l'opposition. Je regardais l'interview de Xavier Bertrand dans Paris Match.
À part nous expliquer pourquoi il a divorcé 2 fois ou 3 fois, etc. Genre, je raconte mon histoire, on connaît ça, c'est classique. On connaît ça par cœur, Arnaud. On a droit à ça à toutes les présidentielles. Je regardais l'interview de Valérie Pécresse dans Le Point. Pas un seul de ces leaders d'opposition prétendant à la plus haute fonction n'a donné la moindre indication sur la crise actuelle, sur le Covid, sur le pass sanitaire, sur la crise vaccinale. Vous comprenez bien aussi que Emmanuel Macron se nourrit du vide, et je dis bien de l'indigence. Vous avez Xavier Bertrand, on est en plein Covid, qui nous explique ce matin qu'il faut interdire le salafisme. Vous allez m'expliquer comment on interdit une pensée. Donc, Emmanuel Macron peut s'inquiéter pour moi de mouvements de fond, de défiance à son égard, à l'égard de l'exécutif, je le redis, 40%, c'est pas 50%. Et deuxièmement, Emmanuel Macron peut se réjouir de l'indigence de l'opposition. Arnaud Benedetti, est-ce que Emmanuel Macron peut capitaliser sur la gestion de cette crise sanitaire à 8 mois de l'échéance, je rappelle? Il capitalise surtout sur l'amnésie, c'est-à-dire qu'en fin de compte, cette crise sanitaire, elle a donné lieu à des dysfonctionnements multiples et variés. Je ne vais pas revenir sur ces nombreux dysfonctionnements, mais il capitalise sur 3 choses. Il capitalise d'abord sur une société, et je rejoins ce que dit François, c'est-à-dire qu'il capitalise sur les clivages et les fractures de cette société, considérant qu'il a vraisemblablement le bloc politique le plus mobilisé et le mieux organisé, ce qui lui permettra, même avec un score modeste au premier tour de l'élection présidentielle, de pouvoir se qualifier au second tour et de se retrouver face à une offre politique qu'il juge non apte à l'emporter, en pensant notamment à Marine Le Pen. La deuxième chose, c'est qu'il capitalise en effet sur un champ politique qui n'a pas réussi à se reconstruire depuis 5 ans. Alors, au-delà même de la crise sanitaire, on a vu que depuis 5 ans, aucune offre politique à droite ou à gauche est parvenue à se présenter comme une alternative crédible à Emmanuel Macron. Et le paradoxe veut que Emmanuel Macron est certainement l'un des présidents de la Ve République les plus contestés, un de ceux qui a connu le plus grand nombre de mouvements de rue dans un quinquennat qui est quand même un quinquennat qui a été particulièrement bousculé et agité, même comparativement à celui, alors si on fait exception bien évidemment du terrorisme, de celui de François Hollande et même de celui de Nicolas Sarkozy. Donc, mais il arrive en effet à capitaliser là-dessus. Troisième point, c'est la crise sanitaire. Est-ce que la crise sanitaire aujourd'hui, en effet, est un moyen pour lui finalement, vous savez, la crise sanitaire, elle agit un peu comme une sorte de trou noir. Finalement, toutes les questions disparaissent parce que l'urgence sanitaire est devenue telle que elle absorbe l'ensemble du champ politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pardonnez-moi Françoise et Arnaud, quelque chose d'autre derrière tout ça, et c'est dans les lignes que l'on peut lire dans l'interview du ministre de l'économie, c'est que aujourd'hui l'économie se porte plutôt bien, c'est-à-dire que finalement dans le quotidien des gens, en dehors des contraintes sanitaires, finalement leur quotidien n'a quasiment pas bougé. Non, mais de quels gens on parle, Christine? C'est la question que je vous pose, Françoise. De quels gens on parle? Les gens, vous avez raison de dire, mais les gens c'est vaste. La France qui va bien, elle se porte bien. La France qui va mal, elle se porte plus mal. Pardonnez-moi de vous le dire. Moi, je veux bien, et je suis d'accord avec Arnaud sur le caractère amnésique et anesthésiant. Je vais rajouter, peut-être vous serez d'accord avec ça, Arnaud, tout est anesthésié. Le Covid, anesthésie. En crise, si on arrive à la présidentielle en crise sous Covid, l'idée générale et le calcul que fait Macron, c'est on va pas changer une équipe qui gère, même si elle a mal géré, etc. Le deuxième point, c'est que fort de cette idée-là qu'il se fait de ce que va être le paysage politique, on repart sur l'assurance chômage, on repart pas encore tout à fait sur les retraites, donc l'économie va bien, la vie des gens va bien, la vie des gens qui allaient bien avant va bien, la vie des gens qui allaient pas bien avant va moins bien. Alors on va tout de suite au standard 0826 300 300, il y a Nicolas qui nous a appelé. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci. Depuis Perpignan. La belle. Perpignan, c'est beau. J'aime avec l'accent. C'est chez nous, c'est pour ça qu'avec Françoise, on est un peu... voilà. Chez nous. Oui. Nicolas, qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette campagne présidentielle qui a démarré, mais qui ne dit pas son nom, en fait? Moi, je ne suis pas aussi angélique que pour Emmanuel Macron, parce que le Covid, c'est vraiment pas le problème des gens aujourd'hui. Il y a 40 millions, les vaccinés sont là. Je veux dire, les manifestations sur le pass sanitaire... derrière, il y a autre chose. Moi, j'ai pas oublié les gilets jaunes. Macron, il a à peu près tout raté sur ce qu'il devait réformer. Qu'est-ce qu'il a réformé? Quand on fera le bilan, je suis pas certain que le Covid soit aujourd'hui le problème des gens. L'essence est à un prix extraordinaire.
Aujourd'hui, la situation sanitaire, on la gère depuis déjà un bon moment. Et je pense que la politique, c'est gérer la gestion de la cité, c'est-à-dire l'emploi, tout ça, l'économie, l'éducation. Et on peut pas, Macron ne pourra pas arriver tranquillement sur son élection en disant c'est bon, j'ai bien géré le Covid. Oui. Non, là, à mon avis, c'est une erreur. Et à mon avis, l'opposition, c'est vrai qu'on tâtonne, on ne les voit pas. Voilà. Mais je sais pas, il me semble peut-être qu'ils travaillent et que derrière, on va avoir une campagne de ouf. J'espère, moi aussi. J'espère ce que vous dites, parce que c'est comme ça qu'il le vit, son petit chemin tranquille jusqu'à la présidentielle. Et Arnaud, vous pensez quoi? Que vous êtes comme... Non, il faut vraiment se méfier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute projection est vraiment très imprudente. On sait qu'une élection présidentielle, de toute façon, se joue dans le dernier mois et que la cristallisation de l'opinion publique se fait dans la dernière ligne droite. Et j'allais dire, l'histoire des élections présidentielles de ces dernières années devrait en effet nous incliner à beaucoup de prudence, parce que tous les candidats qui ont été donnés potentiellement vainqueurs, je le rappelle souvent, mais en 94, c'était Édouard Balladur. En 2001 ou en 2000, c'était Lionel Jospin. En 2007, c'était un peu différent, quoique Ségolène Royal était quasiment donnée favorite par rapport à... Bien sûr, un an avant la présidentielle, elle gagnait. Tous les scénarios ont été balayés par le scrutin et par le résultat des urnes. Rien ne se passe en général comme prévu et comme c'était écrit, donc il y aura encore beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter un court instant, les amis. Merci beaucoup, Nicolas, depuis Perpignan. Merci, restez fidèles à Sud Radio. Et vous avez la parole, vous le savez, tout au long de la journée. On va s'arrêter un court instant et on va parler justement de la sécurité et des thèmes de l'immigration dans cette campagne, Marine. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 et vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux de Sud Radio, comme sur Facebook. On a Brigitte qui nous écrit et qui se demande si sans passe sanitaire, elle aura accès au bureau de vote. Donc c'est une question qui se pose. Ouais, on a entendu tout à l'heure avec notre auditeur Gérald qui se posait la question du vote par correspondance. Cette crise sanitaire est loin d'être derrière nous. On continue ce débat avec vous au 0826 300 300 sur les réseaux sociaux. Nos débatteurs aujourd'hui, Arnaud Benedetti et Françoise Degois, et on va avoir la députée Les Républicains du Doubs, Annie Genevard, dans un instant au téléphone. À tout de suite. Et avec vous, au 0826 300 300, et nos débatteurs aujourd'hui, Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Avec nous en studio, vous la connaissez, Françoise Degois, essayiste, éditorialiste à Sud Radio. Et on va continuer de parler de cette campagne présidentielle en 2022. C'est dans 8 mois maintenant qu'on est appelé aux urnes. De quelle manière, finalement, peut-être que là aussi, il y aura des choses nouvelles dans notre quotidien. Maintenant, on a presque l'habitude. Mais sur les thèmes de campagne, est-ce que l'on va revenir aussi à des sujets, on va dire, plus régaliens que la crise sanitaire? On en parlait avec vous deux il y a un instant et nos auditeurs. Et notamment la question de la sécurité. On voit ce qui se passe à Marseille, c'est dans l'actualité ces derniers jours. Mais on voit aussi ce qui se passe avec le dossier afghan qui a remis l'immigration sur le devant de la scène. Alors, on est en ligne avec la députée Les Républicains du Doubs, Annie Genevard, bonjour. Bonjour. Alors, vous souhaitez, chez les Républicains, faire un référendum sur l'immigration. Pourquoi et pour dire quoi, et pour que les Français puissent s'exprimer sur quelles questions? Alors, ça reste à déterminer, mais la question générale est de savoir si la France veut retrouver sa souveraineté en matière d'immigration ou pas. Parce qu'on voit bien que ces dernières années, la situation s'est dégradée. C'est une question qui fracture la société. On voit bien que l'intégration ne se fait plus. Alors, on ne parle même pas d'assimilation, mais on voit bien que se développe un peu partout un communautarisme qui va jusqu'au séparatisme. On voit bien que l'immigration illégale s'emballe. Donc il faut qu'on reprenne la main, qu'on retrouve notre souveraineté, et nous sommes absolument convaincus que cette question sera une des questions centrales de la présidentielle. Nous considérons que... Pourquoi l'idée du référendum a-t-elle émergé? Parce que il y a un moment où, sur ces questions-là, on voit bien que une partie de la classe politique ne veut pas voir la réalité, ne veut pas entendre ce que disent les Français, qui parfois sont affrontés à de grosses difficultés en matière de communautarisme notamment. Et donc, il faut en revenir au peuple sur des questions aussi fondamentales que celle-là. Alors, il s'agit de le faire pas n'importe comment, parce qu'il ne faut pas non plus dresser les Français les uns contre les autres, mais
Nous avons fait de très nombreuses propositions. On a de très bons spécialistes aux Républicains. Je pense à Éric Ciotti, je pense à Frédéric Bégenard, je pense à Guillaume Larrivé. Ce sont des gens qui ont travaillé depuis longtemps sur ces questions et on a formalisé des propositions très précises. Alors, quelles questions? Ça peut être l'idée d'un moratoire sur l'immigration, par exemple, mais ça reste à affiner, si vous voulez. Il faut bien calibrer la question, en effet, mais moi, je pense que c'est indispensable parce que les Français ont droit à la parole sur ces sujets. Annie Genevard, bougez pas, députée Les Républicains du Doubs, il y a au 0826 300 300 sur Sud Radio, il y a Guy de Paris qui nous a appelé. Bonjour Guy. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, sur ce référendum, Guy. Le référendum, oui, c'est très bien ce référendum, mais quels vont être les termes du référendum? Il va falloir faire très attention à ça. C'est-à-dire? Eh bien, vous avez des questions essentielles à mettre en place concernant l'immigration, savoir si on continue l'immigration, à laisser venir les personnes, si on stoppe toute l'immigration pour faire un point, par exemple, pour tout mettre en place, de manière à pouvoir s'occuper déjà des personnes immigrées qui sont déjà chez nous. Ça, c'est un énorme problème aussi, d'accord? Donc, quels vont être les termes du référendum? Ouais. Ouais, qu'est-ce que Madame la députée propose en termes de référendum, en sachant qu'on ne peut pas mettre beaucoup de termes dans le référendum, de manière à ce qu'il y ait une progression dans les décisions. Pourquoi ne pas faire un seul référendum? À la limite, pour faire un premier référendum sur certaines décisions et aller progressivement en affinissant les différents référendums pour avoir une solution finale. Alors, merci Guy pour cette position et en tous les cas les questions que vous posez. Annie Genevard, je rappelle que vous êtes députée Les Républicains du Doubs. Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur qui n'est pas contre l'idée d'un référendum sur l'immigration? Oui, mais on sent bien que la question, et c'est quand même le cœur du sujet auquel vous répondez pas tout à fait aujourd'hui. Non, mais parce que, si vous voulez, on est dans l'orientation générale. Après, il faudra voir comment ça se décline précisément. L'idée, c'est de revenir au peuple. Le peuple français doit se prononcer sur une question qui le concerne très, très précisément. Alors, là où Guy a raison, c'est qu'il ne faut pas poser n'importe quelle question, ni la poser n'importe comment. Parce qu'il ne faut pas donner le sentiment de faire s'affronter ceux qui seraient français d'origine. On voit que c'est compliqué parce que les propos de fermeté d'Emmanuel Macron sur l'Afghanistan et l'afflux éventuel de réfugiés a été quand même particulièrement mal pris par une partie de la classe politique, en tous les cas, même des organisations humanitaires. Mais bien sûr, mais c'est bien pour ça qu'il faut donner la parole au peuple. Moi, je vais vous donner un exemple. Sous ce quinquennat, la majorité a examiné une loi qui s'appelait Asile et Immigration, dont l'objectif était de redonner à l'asile sa vraie fonction et d'éviter le détournement du droit d'asile. Parce que vous avez aujourd'hui énormément d'immigrés illégaux qui cherchent à détourner le droit d'asile à leur profit. On pensait que cette loi résoudrait le problème. On en est sorti en élargissant l'immigration avec les mineurs non accompagnés qui, grâce à cette loi, peuvent désormais faire venir leur famille. Donc vous voyez bien que la gauche en particulier, l'extrême gauche, ont été très actifs sur ces sujets pour assouplir l'immigration alors qu'il faudrait précisément la réduire. Allez, on va faire circuler la parole. N'en veuillez pas, Annie Genevard, on est avec nos débatteurs du jour. Françoise Degois. Madame la députée, bonjour. Bonjour. On se connaît bien. Je comprends tout à fait la tentative. Pas désespéré parce que c'est pas le cas. Je pense que la droite n'est pas si mal placée que ça dans cette course à la présidentielle, contrairement à ce qu'on nous rabâche. Moi, ça fait des mois et j'ai fait un édito là-dessus disant que je ne crois absolument pas à cette affiche Le Pen-Macron, qu'elle n'aura pas lieu. Je ne sais pas encore pourquoi, quelles sont les raisons qui vont se nouer, mais je crois que cette affiche n'aura pas lieu pour les raisons qu'on a déjà évoquées avec Arnaud Benedetti. Les choses ne se passent jamais. Mais je note la tentative, pas désespérée, mais d'essayer d'imposer un thème, l'immigration. Il est impossible de se retrouver dans
dans un concours de course à l'échalote. Vous avez Emmanuel Macron qui court après Marine Le Pen, la droite qui court après Marine Le Pen, Emmanuel Macron qui court après la droite, qui court après Marine Le Pen. À un moment donné, on va finir à la sortie de route. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut pas raconter n'importe quoi. Un moratoire, un référendum sur l'immigration, vous savez très bien que ça n'est pas faisable. Je comprends la volonté de la droite d'essayer d'imposer ce thème, mais je ne suis même pas sûr que ce thème soit un thème qui passionne à ce point les Français. Arnaud Benedetti. Je modulerai quand même ce que dit François, c'est quand même que quand on regarde les études d'opinion, on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, la question de l'immigration est présente dans le débat politique depuis près de 35 ans, depuis les années 80 et depuis le surgissement du Front National, qui en a fait un enjeu politique qui est depuis un enjeu politique qui n'a jamais quitté la scène politique. Mais quand même, quand on regarde les études d'opinion, on voit que les inquiétudes vis-à-vis de la question migratoire sont de plus en plus fortes. Moi, ce que je note quand même, et c'est bien la difficulté à laquelle vraisemblablement sont confrontés les Républicains, c'est qu'en effet, ils sont en train de se saisir d'une idée qui est une idée aujourd'hui promue par le Rassemblement national. Marine Le Pen elle-même propose un référendum sur l'immigration, en l'occurrence. Donc, c'est toujours très difficile de courir politiquement. Et là, je laisse tout jugement de valeur de côté. C'est toujours très difficile de courir politiquement contre ceux qui, finalement, ont la primeur de l'idée. Mais on voit bien ce qu'il y a derrière cela, tactiquement et politiquement. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'essayer d'aller chercher cet électorat qui est un électorat populaire pour lequel, en effet, la question migratoire est très souvent aussi un enjeu politique, afin de ramener cet électorat dans une offre politique et l'offre politique républicaine. C'est ce qui s'est passé en 2007 avec Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson, la stratégie de Patrick Buisson, c'est-à-dire d'aller trianguler sur la droite pour ramener une partie de cet électorat. Annie Genevard, cette polémique autour du fait de courir après ce sujet-là et du Rassemblement national, et je rajouterais même peut-être d'une candidature possible d'Éric Zemmour, qui est toujours en suspens. Alors, moi, je répondrai à Madame de Gois et à M. Benedetti la chose suivante. Nous sommes des élus implantés sur nos territoires. Les problèmes, nous les voyons. C'est votre travail de faire de l'analyse politique. Nous, notre devoir, c'est d'essayer de résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain. Or, les problèmes liés à l'immigration illégale, ils sont très nombreux. Les problèmes liés au déficit d'intégration, à l'absence d'assimilation, ils sont visibles pour quiconque veut les regarder. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne s'est pas arrêté à cette seule idée de consultation du peuple. On a proposé des choses très précises, d'arrêter les régularisations d'immigrés entrés illégalement, de fixer un plafond d'immigration légale voté chaque année au Parlement, de remplacer l'AME par l'aide médicale d'urgence, de durcir les conditions d'accès à la nationalité, d'expulser les immigrés légaux de façon plus efficace, etc. etc. Les Français n'en peuvent plus de l'impuissance publique. Et c'est la raison pour laquelle il y a une forme d'urgence à traiter ces questions. Et c'est pas du tout de courir après le Rassemblement national. Je vous rappelle quand même que ça fait maintenant depuis 40 ans, grâce à François Mitterrand, qu'on nous cherche en responsabilité sur cette question d'une collusion imaginaire avec le Rassemblement national, qui a longtemps invalidé la droite et l'a empêché d'agir ou même d'oser aborder certains sujets. C'est fini. Vous avez gouverné sans dire quasiment... Non mais Annie, pardonnez-moi de vous le dire, madame la députée. Si on calcule le nombre d'années où vous avez été au pouvoir, la droite et la gauche, excusez-moi, qu'a fait Nicolas Sarkozy malgré toutes ses déclarations et sa triangulation, qu'a fait Jacques Chirac, honnêtement, qu'ont fait Édouard Balladur, honnêtement, c'est un peu facile de tout ramener à François Mitterrand. Vous avez gouverné, vous avez été aux affaires, vous avez eu tous les pouvoirs et vous n'avez pas mieux fait que les copains dans ce domaine malgré les déclarations tonitruantes. On va laisser Annie Genevard qui après on va aller au standard, si vous voulez bien. Chère Madame de Bois, Annie. Je peux vous affirmer que, et d'ailleurs ça avait fait l'objet d'un article dans un quotidien,
qu'on n'a pas cessé d'affaiblir la capacité d'expulsion des immigrés illégaux. Et je regrette, rappelez-vous comment, sous Nicolas Sarkozy, quand il a voulu affronter courageusement cette question, tout le monde lui est tombé à bras raccourcis. Je pensais que ça l'a gêné. On va pas refaire la politique migratoire aujourd'hui. On va revenir, pardonnez-moi Françoise, mais on est obligé de donner la parole aussi à nos auditeurs. Et je voudrais qu'on entende depuis Paris encore, mais Yves qui nous a appelé. Bonjour Yves. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous. Sur cette histoire de référendum sur l'immigration, on va revenir sur ce sujet-là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le sujet de l'immigration, c'est un cache-misère. C'est un faux débat, l'immigration. Ça fait 40 ans qu'en fait, il y a l'impuissance publique. Madame le député a raison, mais pas au sujet de l'immigration. Il y a l'impuissance publique pour traiter des problèmes économiques, sociaux du pays. L'immigration, ça a toujours été un truc qu'on sort quelques mois avant les échéances politiques, parce qu'en fait, l'expression démocratique en France, c'est une fois tous les 5 ans pour élire un député et un président, et après on nous dit taisez-vous, entrez chez vous, on s'occupe de tout. Mais en réalité, et donc 4 ans et quelques mois après, on nous sort le chapeau. C'est un problème d'immigration, mais c'est juste un puissant fin ce truc. C'est la réalité, c'est que l'impuissance des politiques depuis 40 ans, elle existe. Monsieur Jospin, je vous rappelle, avait dit qu'il pouvait rien faire, qu'on pouvait rien faire contre le chômage. Donc, du coup, on laisse le chômage en place. Le PS a dit finalement le vote ouvrier est parti au RN. Maintenant les ouvriers on s'en fout. 100%, vous avez raison, absolument raison. Donc l'impuissance politique, c'est d'abord un problème démocratique. Ne pas régler un problème, c'est le laisser grandir. C'est ce que vous dites, Yves, en fait. Exactement. L'immigration, croyez-moi, l'immigration, c'est pas un sujet. Allez, on continue de faire. L'immigration n'est pas un sujet, nous dit cet auditeur Françoise Arnaud Benedetti. Est-ce que ce sujet de la campagne présidentielle avec le dossier de l'immigration, je mettrais même la sécurité sur le même biais parce que... Faites comme Nicolas Sarkozy, vous les liez. Mais non, mais dans la société... Discours de Toulon, 2010, immigration, insécurité. Ouais, mais je comprends parce que vous avez raison, vous posez les termes en tant que journaliste. C'est les sujets régaliens. Non, mais vous posez les termes en tant que journaliste, mais là, la jonction, c'est ça qui nous met dans le mur. Le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy en 2010, il est vénéneux et mortifère parce qu'il entraîne tous les débats d'aujourd'hui en liant sécurité et immigration. Allez, Arnaud Benedetti, est-ce que ce sont les sujets régaliens, est-ce qu'ils vont prendre le dessus, j'allais dire, sur la crise sanitaire parce que comme le dit notre auditeur, ce sont des sujets qu'on remet à chaque fois un mois avant la campagne sur le devant de la scène pour attiser les votes, quoi. Oui, vraisemblablement, parce que tout simplement, le sujet régalien est un point faible ou un angle mort du macronisme. Emmanuel Macron ne s'est pas fait élire en 2017 sur les questions régaliennes. Et les oppositions de droite, notamment, ont compris qu'il y avait là un angle d'attaque pour le fragiliser. D'où aujourd'hui sa conversion, finalement, aux enjeux régaliens. On le voit bien, notamment les déclarations qu'il a faites sur l'accueil des Afghans lors de son intervention lundi dernier. Il essaye de rattraper une forme de retard. Mais là, moi, je ne suis pas d'accord. C'est que je considère qu'en effet, la question de l'immigration est un sujet politique en soi qui interroge le modèle de société que nous voulons, le modèle de citoyenneté que nous voulons, le rôle de l'État, la façon dont nous concevons aussi le vivre ensemble. Donc, on ne peut pas considérer que ce sujet, finalement, n'existe pas parce que tout simplement, finalement, les vrais sujets seraient économiques et sociaux. Mais tout est lié, en fin de compte, en la matière. Et je crois qu'en effet, ça sera un des enjeux importants de cette élection. Ça ne sera pas le seul, mais ça sera un de ces enjeux. Annie Geneva, vous en êtes toute cette question de référendum. Ça a été mis sur la table. C'était pour essayer de voir un petit peu comment ça prenait. Quelle est l'échéance derrière? Alors, concrètement, parce que vous avez une primaire aussi chez les Républicains. Oui, non, mais contrairement à ce qui a été dit par votre dernier auditeur, en fait, on travaille sur ces questions depuis très longtemps. Je rappelle quand même qu'on n'est pas aux responsabilités depuis 10 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de travailler et de proposer depuis 10 ans. Chaque fois qu'il y a des textes de loi, nous essayons de les améliorer en fonction de ce que nous croyons bon pour les Français. Donc c'est faux de dire que c'est un marronnier qu'on servirait au moment des élections et qu'on oublierait le
dès le lendemain des élections. C'est absolument faux. Il y a une situation aujourd'hui qui est très difficile. C'est la raison pour laquelle a émergé cette idée de référendum, puisque nous y revenons. Le référendum, c'est quoi? C'est pouvoir obtenir une forme de légitimité politique sur un sujet où il n'y a pas de consensus dans la société, où il n'y a pas de consensus. Donc il faut bien dégager une majorité d'idées pour pouvoir ensuite agir. Parce que là où rapidement, Annie Geneva. Oui, là où c'est dramatique, c'est que les Français attendent des solutions et si les politiques sont empêchés de les apporter, il faut que le peuple se prononce. C'est le sens même du politique du référendum. Merci beaucoup Annie Geneva, députée Les Républicains du Doubs. Merci également à Yves qui nous a appelé pour poser cette question. Arnaud Benedetti, je vous libère également pour... Merci. Merci à vous Arnaud et Françoise Degois. On vous retrouvera bien évidemment dans les émissions sur Sud Radio dans une année présidentielle qui s'annonce riche en débats, en idées, en échanges. On n'est pas toujours d'accord, mais on se respecte évidemment. Bien sûr. Vous continuez également, Marine, à réagir sur ces sujets-là sur les réseaux sociaux sur Sud Radio. Oui, vous continuez de réagir. On lit tous vos commentaires sur Facebook ou sur Twitter. D'ailleurs, sur Facebook, il y a Hugo qui n'y croit pas au référendum car il dit que ça serait que redonner le pouvoir au peuple après que Nicolas Sarkozy se soit assis dessus en 2005. Ça le fait bien rire apparemment. Donc, comme Hugo, réagissez sur Facebook et vous pouvez appeler le standard au 0810 300 300.